Bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. En Guinée, la junte au pouvoir apporte son soutien au Mali alors que le pays est confronté aux sanctions de la CEDEAO. Les frontières aériennes et terrestres guinéennes resteront ouvertes avec son voisin malien. Au Burkina Faso, 8 militaires ont été arrêtés ce mardi, accusés d'avoir voulu fomenter un coup de force. Les suspects auraient été interrogés. Parmi eux figure le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Et puis au Lesotho, 10 nouveaux systèmes solaires vont être déployés en zone rurale. Pour ce faire, le pays obtient un financement de plus de 9 millions de dollars. Ce programme permet au pays de poursuivre ses objectifs liés à la transition énergétique. Mais d'abord, en Éthiopie, l'OMS dénonce le blocus de l'aide humanitaire au Tigré. Ce mardi, le directeur général de l'organisation a qualifié ce blocus d'insulte à l'humanité, une situation unique au monde selon lui qui ferait vivre à la population un véritable enfer. Rappelons que depuis novembre 2020, la région est le théâtre d'un conflit armé entre le gouvernement fédéral et le Front populaire de libération du Tigré. Les combats ont fait des milliers de morts. Ce dimanche, l'ONU a annoncé la suspension de l'aide humanitaire dans une zone touchée par une attaque aérienne meurtrière menée ce vendredi contre un camp de déplacés au Tigré. Au Mali, la junte décide de ne pas appliquer les sanctions prises par la CEDEAO ce 9 janvier, des mesures économiques et financières à l'encontre du Mali, déjà actées par plusieurs pays. D'autres, en revanche, ont affirmé leur soutien au gouvernement malien. C'est le cas de la Guinée, qui maintient notamment ses frontières ouvertes à son voisin. Philomentine. La Guinée ne respectera pas les dures sanctions imposées par la CEDEAO au Mali. La junte au pouvoir l'a fait savoir ce 10 janvier 2022. Le Comité national du rassemblement et du développement CRD estime n'avoir pas été associé à la prise des mesures des chefs d'État de la CEDEAO. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a en aucune façon été associé à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Le soutien de la transition guinéenne au Mali pourrait être vu comme un affront vis-à-vis de la CEDEAO. La Guinée est encore suspendue de ses instances suite au putsch de septembre 2021, toutefois pour l'instant sans conséquences économiques sévères. Début janvier 2022, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a promis des élections démocratiques, mais pas avant la tenue d'assises nationales. La CEDEAO a brandi ce préalable avant la levée de toutes sanctions. Cette solidarité exprimée officiellement par la Guinée n'est pas simplement l'expression du bon voisinage. Ce communiqué sera très mal perçu et sera considéré comme une déclaration de guerre. Ce communiqué n'avait pas lieu d'être et la Guinée a fait preuve de maladresse dans sa communication. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont d'ores et déjà mis à exécution ces sanctions soutenues par la communauté internationale. Sur les réseaux sociaux, des membres de la société civile ouest-africaine, y compris malienne, dénoncent un coup de force, jugeant ces sanctions illégales et illégitimes. En République démocratique du Congo, l'un des chefs des forces démocratiques alliées ADF a été arrêté au sud Kivu, à l'est du pays, ce mardi. Benjamin Kizo Keranyo a été recherché depuis 2017. Il a été arrêté par les services de sécurité alors qu'il essayait de se rendre au Burundi. Il serait le responsable des finances, renseignements et approvisionnement des ADF, le groupe armé ougandais qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, perpétrant des massacres dans des zones difficiles d'accès. Au Burkina Faso, 8 militaires ont été interpellés et auditionnés ce mardi. Ils auraient tenté un coup de force à Ouagadougou. L'annonce a été faite par le parquet militaire. Le groupe de militaires aurait fomenté une déstabilisation des institutions de la République, selon les allégations d'un des présumés membres du groupe. Samantha Saboubanga. Au Burkina Faso, le parquet militaire de Ouagadougou a annoncé mardi 11 janvier 2022 avoir arrêté 8 militaires soupçonnés de tentative de coup d'État. Depuis samedi 8 janvier, plusieurs militaires présumés membres de la bande ont été interpellés et arrêtés, dont l'un d'eux a dévoilé toute la bande selon le procureur militaire Alioune Zanré. 2 jours plus tard, ils seront tous arrêtés.
Sinon, on n'en sait pas grand-chose en dehors du communiqué du procureur militaire. Maintenant, pourquoi un coup d'État dans ce contexte? Bon, c'est vrai qu'on est en zone de turbulence sociale avec les manifestations par rapport à l'incapacité supposée ou réelle du gouvernement à faire face à la menace terroriste. Donc, ça crée beaucoup de mécontents. Et il y a des associations de la société civile ou bien des partis politiques qui peut-être voient là une opportunité d'inverser les choses. C'était une menace crédible ou pas? Bon, là, il faut attendre ce que nous dira en fait le procès. Parmi les militaires arrêtés pour ces tentatives d'échouer figure le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, relevé de ses fonctions en décembre 2021 suite à l'attaque d'Inata qui a fait 53 morts dans les rangs des gendarmes. Emmanuel Zungrana était alors le commandant du groupement des forces du secteur ouest dans la lutte antiterroriste. Le lieutenant-colonel qu'on a arrêté, c'est vrai que c'était quand même un des piliers dans le dispositif au nord. Est-ce qu'il avait toutes les ressources nécessaires pour faire le putsch? On n'en sait pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut attendre un peu que les langues se délient. On attend de voir un peu la suite de l'instruction. La police judiciaire militaire dit avoir ouvert une enquête. À l'issue de cette étape, une suite sera donnée à la procédure conformément aux règles dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense, a déclaré le procureur militaire Alioune Zanré. Au Lesotho, le taux d'électrification est estimé à seulement 48%. Afin d'améliorer l'accès à l'énergie, le pays a obtenu un financement de 9,8 millions de dollars pour la construction de mini-réseaux solaires en zone rurale. Les précisions de Mildred Diamou. Au Lesotho, environ 52% de la population n'a pas accès à l'électricité. Face à cette situation, l'initiative de financement de l'électrification et la Renewable Energy Performance Platform ont accordé 9,8 millions de dollars pour la construction de 11 mini-réseaux solaires d'une capacité totale d'1,8 MW crête. Le Lesotho, avec ses 30 000 km² et puis ses 2 millions d'habitants, pourrait envisager de miser sur les éoliennes et sur l'énergie solaire parce que c'est un pays très ensoleillé et c'est un pays montagneux. Et puis aussi compter sur les centrales sud-africaines, compter sur par exemple faire des jonctions avec l'Afrique du Sud concernant l'électrification du pays. Le Lesotho a un taux d'électrification d'environ 48%. Depuis 2017, les autorités explorent la possibilité d'installer des mini-réseaux électriques alimentés par le renouvelable dans plusieurs régions afin d'augmenter ce chiffre. Le gouvernement poursuit actuellement son plan de transition énergétique avec pour objectif de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Lesotho est un pays où il y a beaucoup aussi de rivières, donc il faudra compter aussi sur des barrages pour faire de l'électrification. C'est une volonté politique et puis un engagement auprès de sa population pour le développement futur du Lesotho. Le gouvernement du Lesotho devrait s'y atteler pour que l'électrification se fasse convenablement. D'après les prévisions de One Power, l'entreprise locale qui va piloter le projet d'électrification au Lesotho, une fois achevé, les mini-réseaux devraient générer jusqu'à 3 480 MW par an et réduire d'environ 2 780 tonnes par an les émissions de CO2 dans le pays. Et à présent, notre page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se joue actuellement à Yaoundé au Cameroun. Pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif, José Douglas. Bonjour Solène. Bonjour José. C'est un début décevant pour l'équipe algérienne, les Fennecs, champions en titre. Exactement, et surprise, justement, d'ailleurs Jamel Belmadi s'en est pris un confrère qui l'interrogeait sur le climat. Belmadi a répondu, si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Il n'y a pas lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de la prochaine Coupe d'Afrique, où on est au Cameroun aujourd'hui. Vous êtes journaliste, pas météorologue. Retour sur ce match justement avec nos envoyés spéciaux. 90 minutes sans concrétisation malgré les nombreuses occasions développées par les Fennecs. Pour la Sierra Leone, belle entrée en matière malgré ce score de parité, 0 but partout. Le match était très intéressant parce que nous avons joué avec l'une des meilleures équipes en Afrique, l'Algérie. Comme pays, la Sierra Leone est une petite nation qui n'a pas pu se qualifier depuis 25 ans. Et nous sommes de retour en Coupe d'Afrique des Nations avec notre petite performance. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de la rencontre de ce jour.
Logée dans la poule E et malgré son score nul face à la Sierra Leone, l'Algérie continue ainsi son impressionnante série d'invincibilité. Au compteur, c'est désormais 35 matchs consécutifs et les hommes du sélectionneur Jamel Belmadi n'ont essuyé aucune défaite. Dans les rangs des Fennecs, l'on tente de blâmer l'état de la pelouse, peu propice à développer son jeu ou encore la température élevée pour ce match joué autour de 14 heures. On s'attendait à un match difficile et voilà, on a eu un match compliqué aujourd'hui. On sait très bien les conditions en Afrique qui sont compliquées, avec la chaleur c'était très difficile, mais ça ne doit pas être une excuse parce que c'était pour les deux équipes. Dans la poule E, les champions d'Afrique en titre viennent donc de laisser filer 2 points contre son adversaire, la Sierra Leone, qui elle disputait sa 3e Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1996. Les Fennecs sont donc déjà sous pression pour leur 2e match face à la Guinée équatoriale le 16 janvier prochain et le choc final de cette phase de poule contre la Côte d'Ivoire qui conclura le groupe E, ce sera le 20 janvier 2021. Et retour maintenant sur les matchs qui se sont déroulés ce mercredi 12 janvier. Oui, tout d'abord en groupe E, Solène, il y avait à Douala la Côte d'Ivoire qui a bien maîtrisé le match pour marquer dès la 5e minute de jeu par Max-Alain Gradel d'une frappe imparable. La Guinée équatoriale n'a pas déçu, mais il faut que la Côte d'Ivoire fasse attention au prochain match. Et puis Nicolas Pepe qui était quasiment absent sur le terrain, il n'a pas fait grand-chose. Au classement, regardez en groupe E, Côte d'Ivoire est seule en tête avec 3 points, devant l'Algérie, 1 point, Sierra Leone, 1 point, et Guinée équatoriale, 0 point. Et puis en groupe F maintenant, les Tunisiens ont raté un penalty et c'est Ibrahima Koné qui, lui, a bien réussi. C'est le sien à la 48e minute pour les Aigles et à noter l'expulsion d'El Bilal Touré, côté malien, à la 87e minute de jeu. Nous reviendrons sur ce match tout à l'heure. Et puis le dernier match, Solène, la Gambie, qui participe pour la première fois à la CAN, a surpris tout le monde en battant la Mauritanie sur le score de 1-0, but d'Abli Diallo à la 10e minute de jeu. Les Scorpions ont donc piqué d'entrée les Moabitounes de la Mauritanie. Au classement, donc, Gambie est en tête avec le Mali, Mauritanie 3e et la Tunisie 4e. Le match Tunisie-Mali s'est terminé dans la confusion en cause de plusieurs erreurs de l'arbitre. Exactement, vous avez raison, l'arbitre a sifflé trop tôt la fin du match et pas qu'une fois. Un premier coup de sifflet a été donné avec 5 minutes d'avance, un deuxième pour siffler la fin alors qu'il restait encore une quinzaine de secondes dans le temps réglementaire. Le jeu aurait dû reprendre malgré tout pour disputer les secondes manquantes, mais dans la confusion, les Tunisiens ont préféré rester au vestiaire et la victoire du Mali a été donc validée. En attendant donc les sanctions de la Confédération sans doute ou des décisions. Alors l'arbitre zambien, il faut dire, M. Gianni Sikazwe, 42 ans, qui avait déjà été suspendu en 2018 pour des soupçons de corruption en Ligue des Champions, après avoir arbitré le match Espérance de Tunis contre Primeiro de Agosto, où il avait pris plusieurs décisions en faveur de l'Espérance de Tunis. C'est pourtant un arbitre expérimenté, car il a arbitré donc la finale de la CAN Égypte-Cameroun, où le Cameroun avait remporté 2-1 et avait officier pour la Coupe du Monde et notamment pour le match Belgique-Panama. Lors de Nigeria-Égypte, en préliminaire ou en éliminatoire de la CAN 2017, il avait sifflé la fin du match alors que Mohamed Salah partait au but. Et puis, il ne faut pas oublier également qu'il avait commis quelques erreurs aussi pour le match Algérie-Burkina Faso, ce qui avait fâché un peu les Algériens. Alors, bien sûr, il ne faut pas jeter l'opprobre sur le football africain qui n'a pas besoin de ça en ce moment. Il s'agit d'une erreur humaine. Ça peut arriver. C'est un officiel qui doit être seul à être sanctionné par la CAF. Et puis d'ailleurs, on dit qu'il a même une petite insolation après, donc, à la fin du match. Donc, il faut regarder tout ça à la loupe. Et quelques mots sur les matchs du jour. L'équipe du Cameroun, le pays hôte, revient pour son second match. Oui, Cameroun-Éthiopie, ce sera à 17h. Et Cap-Vert, Burkina Faso. Alain Fabian, spécialiste du foot camerounais, nous dit quelques mots à propos de cette rencontre.
Non, je pense que c'est un match que le Cameroun va aborder avec beaucoup de confiance pour faire l'acte de contrition avec son peuple, parce que le premier match n'a pas été exactement au niveau des attentes. Mais il faut simplement rappeler que le Cameroun, dans les premiers matchs, a toujours été complètement en grande difficulté. Le Cameroun a été champion d'Afrique en 1984, ils n'ont pas gagné le premier match. En 1988, ils n'ont pas gagné le premier match. En 2000, ils n'ont pas gagné le premier match. Donc le Cameroun a un problème avec des premiers matchs, mais contre l'Éthiopie, ça va être un match différent, ça va être un match de confirmation au niveau du registre camerounais en ce qui concerne sa puissance offensive, parce qu'il y a un seul joueur qui a marqué pour le Cameroun, il y a d'autres joueurs qui vont devoir se montrer, qui jouent notamment dans des clubs ronflants que vous connaissez très bien, les Choupo-Moting qui jouent au Bayern de Munich, Kaltoko Kambi qui joue à Lyon. Ils ont besoin d'avoir la solidarité agissante en ce qui concerne le peuple, pour que le peuple soit uni derrière eux, pour démontrer effectivement que arriver au Cameroun, ce n'est pas pour faire du tourisme, il va falloir cracher très 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 dur pour enlever ce Cameroun-là. Donc contre l'Éthiopie, qui est une équipe extrêmement rugueuse, mais qui a un volume de course extrêmement vaste, mais en termes de répit défensif, qui a beaucoup trop de failles dans des intervalles, et qui aura à cœur de vouloir faire en sorte de détruire les Lions indomptables en les marquant un but pour commencer à les faire douter. Et je peux vous dire que le Cameroun, dans les deuxièmes matchs, c'est des choses qui n'arriveront presque jamais. Donc l'Éthiopie, je pense que rencontrer le Cameroun en ce moment-là... Eh oui. Et puis à propos de la fan zone, justement, nous écoutons le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion au Cameroun, Grégory Djaka. Je voudrais dire que notre implication dans ce vaste mouvement, dans cette vaste fête, s'explique par les engagements contractuels que nous avons avec la CAF. Parce que depuis 2019, et ce jusqu'en 2023, nous sommes le seul représentant de l'Afrique, de la CAF au sud du Sahara. Nous avons ainsi géré la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Égypte il y a quelques années. Et nous voici ici au Cameroun et nous voulions marquer de cela d'une pierre blanche. Je voudrais aussi, à cette occasion, vous dire que le choix de Messa Mendongo pour cette fan zone s'explique par le fait que nous voulions quelque chose de populaire, quelque chose qui soit périphérique, populaire. Et focus à présent sur la mascotte du Cameroun qui égaye la compétition. Oui, Solène, avec une seule main, il peut vous soulever. Il est grand comme une tour. Il s'appelle Henri Mouyébé, alias Gando. Découverte. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, principalement dans le quartier Bonadibon, ancien 3e, un lieu de vente de téléphones portables et accessoires, que Henri Mouyébé et son équipe se préparent à accompagner les Lions indomptables dans cette grande compétition sportive. Comme nous la voulons sucrée, nous sommes déjà sucrés. L'ancien joueur de Dragon de Douala et entraîneur de Sonitra Mauritanie est entouré d'une quinzaine de jeunes gens qui, depuis près de 20 ans, l'accompagnent dans les grandes compétitions. Et avec lui, on a l'espoir de faire des grandes choses, car on aime ce qu'on fait et on a l'amour du pays surtout. Célibataire avec enfant en charge, Henri Mouyébé, alias Ngando, commence sa carrière comme mascotte des équipes nationales du Cameroun dans les années 90 contre vents et marées. Normalement, j'ai fait 16 Coupes d'Afrique des Nations de football, 2 Coupes d'Afrique des Nations de volleyball, 1 Coupe d'Afrique de Afro-Basket, 1 Coupe d'Afrique d'haltérophilie, 1 Coupe d'Afrique du judo et 1 Coupe d'Afrique des Nations de handball. Pour cette grande fête africaine de football, l'homme qui revendique d'avoir été présent dans plusieurs Coupes d'Afrique des Nations de football reste très optimiste quant à la victoire des Lions indomptables du Cameroun au soir du 6 février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.